Bonjour tout le monde, bienvenue à Vie publique. Je vous montre ceci pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est l'outil indispensable de nos prochaines semaines encore. Et surtout, on en vend à la Fondation André Côté. On a avec nous pour discuter aujourd'hui Marie-Pierre Brault, qui en est la directrice. Bonjour! Bonjour Annie! Alors, ils sont magnifiques. Il y en a plein. On peut peut-être en montrer quelques-uns. Et puis, c'est un masque, mais c'est quasi un moyen de survie aussi pour vous, là, en ce moment, sincèrement. J'exagère à peine, là. Un peu, mais quand même. Mais quand même, il faut les acheter. Oui, il faut les acheter. Donc, on a différents... Toi, tu as un modèle qui est appli, qu'on appelle. Puis, donc ça, c'est une grandeur médium. De mon côté, j'ai un modèle pour les tout petits, les 3 à 6-7 ans environ, que ça couvre vraiment bien le visage parce que nos petits, ils ont l'habitude beaucoup de mettre leurs mains puis toucher, puis ça agace. Donc, on a une bénévole, Anne-Emmanuelle, qui a fait ça sur mesure avec sa fille Scarlett, qui a été... un modèle d'essai, je peux dire. Donc, on a différentes grandeurs. Nos masques, on les produit depuis la fin du mois d'avril. Puis, effectivement, ça a été l'activité de financement majeure de la Fondation André Côté depuis la fin du mois d'avril, parce que toutes nos activités de financement, notre cocktail de lancement, notre défi vélo André Côté a dû être annulé cet été en raison de la pandémie. Notre concert des familles qui devait avoir lieu au mois de novembre est reporté également l'année prochaine. Donc, au niveau de nos revenus pour assurer la pérennité de nos services gratuits, parce qu'on a continué l'ensemble de nos services depuis le début de la pandémie, bien, le seul revenu pas mal qu'on a, c'est la vente de nos masques artisanaux faits par des bénévoles couturières là, un peu partout dans le Kamouraska. Vous en avez plusieurs, là, des bénévoles comme ça, parce que là, vous me disiez que vous avez fait presque 12 et 15 000 avec ça, fait que ça fait quand même du masque quand on n'est pas une usine, là. Oui, puis c'est pas c'est des bénévoles qui ont une machine à coudre normal, comme tout le monde là, à la maison. Fait que c'est la petite machine à coudre. Donc, oui, c'est beaucoup d'heures de bénévolat. On a atteint le 2000 masques de production, ce qui est très, très, très... pas surprenant, mais on se pensait pas d'aller se rendre là, bien sincèrement. On pensait pas le porter si longtemps. Non, on pensait pas, je pense, aussi les porter aussi longtemps que ça, mais on en a encore de besoin. Puis c'est pour ça, en raison du 2000 masques qu'on a atteint, pour remercier les gens aussi qui les ont achetés, qu'on a lancé une promotion pour le mois d'octobre, qui est 3 masques pour 25 incluant la livraison postale. Donc, c'est super accessible. Les gens, ils vont commander sur notre site Internet parce que c'est la promotion uniquement en ligne qui s'applique. Puis les gens peuvent choisir le style de modèle, si c'est pour hommes, pour femmes, et ainsi que la grandeur. Puis après ça, on envoie le paquet surprise. On a des bénévoles qui forment un petit paquet, puis on l'envoie par la poste. Puis là, tous ceux qui vous en ont acheté, en théorie, pourraient vous en acheter d'autres parce qu'il faut les renouveler, c'est à un moment donné. Oui, bien, c'est sûr que... Exactement, là, comme tu dis. En même temps, vous avez une capacité limitée de production. Bien, on en a. C'est pour ça qu'on a lancé aussi la promotion, parce que on voit que les gens en achètent moins un petit peu, mais il faut se rappeler au niveau des masques que ça a une durée de vie. Surtout des masques artisanaux comme ça, et même les masques bleus, si je peux dire, qu'on achète, là. Eux autres, après ça, après 2-3 mois qu'on a importé, là, normalement, le tissu il commence à s'effriter ou les coutures ils commencent à... Tu sais, on est moins bien, je peux dire, protégé des autres et des gouttelettes, là, comme on le regarde, on fait, il est dû. Il est dû d'un petit renouveau. Puis, entre-temps aussi, nos tissus ont été renouvelés. Donc, on a des tissus maintenant disponibles qu'on n'avait pas lors de la première vague. Donc, les gens ont des nouveaux choix maintenant. Ceux qui veulent, c'est procurer puis vraiment choisir leur masque. Il y en a encore de disponibles à la Pocatière, à Saint-Pascal, à Saint-Alexandre de Kamouraska, à différents endroits. Là. Donc, tout ça est disponible sur le site web de la Fondation André Côté. C'est réglé pour l'histoire du masque. Cependant, la Fondation, comme tu le disais, elle continue, les demandes continuent d'entrer, puis les moyens de financement, là, c'est un peu plus compliqué. Fait que c'est un mot qu'on haït, mais se réinventer. Comment vous allez faire là, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour faire rentrer de l'argent dans les poches de la Fondation? La Fondation, oui. C'est sûr que c'est un très Puis beau... les gens sont plus serrés un peu, pas nécessairement parce qu'on manque de travail, mais on sait comme pas ce qui nous pend au bout du nez, qu'on dirait qu'on est plus économe qu'on ne l'a jamais été, là. Oui, effectivement. Par contre, les gens qui, par le biais de leur famille ou qu'eux-mêmes reçoivent les services de la Fondation, c'est des gens qui sont hyper reconnaissants envers la Fondation André Côté, envers l'implication des bénévoles et des services gratuits qu'on offre. Donc, d'emblée, je pense que c'est plus facile pour eux de nous envoyer un petit don individuel ou une petite pensée, une carte de remerciement. Donc, c'est sûr que la personne qui nous envoie 20 soit en adhérant à notre membership annuel ou qui nous envoie un 50 en don individuel ou une municipalité qui nous envoie « Hey, cette année, on va vous appuyer parce qu'on sait que la situation est difficile pour la Fondation André Côté, puis vous continuez à être présent. » Bien, toutes ces petites attentions-là que j'appelle, ces dons-là font une différence dans l'offre de nos services. Fait que
que ça soit 5 que ça soit des gros montants. On les prend actuellement, mais comme tu dis, c'est sûr que c'est très difficile. Oui, mais ça prend quand même des activités fortes, bien qu'on fasse tout le commun des mortels va faire un peu sa part, mais on a besoin à un moment donné que l'argent rentre. Exactement. Le côté philanthropique est très, très, très difficile ces temps-ci parce qu'on est plusieurs dans le même bateau. Chaque fondation, chaque organisme communautaire essaie d'aller un peu tirer la couverte, je peux dire. Différents fonds, subventions. Par contre, comme on a, nous, le volet organisme de charité, il y a des subventions auxquelles on ne sommes pas accessibles, comme exemple Centraide, ou d'autres subventions qui sont émises par le gouvernement, vu qu'on n'est pas un organisme communautaire ou un organisme à but non lucratif, ce qui est encore plus difficile pour nous d'aller récupérer des dons ou des subventions. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel, soit différents aux ministres, aux députés de la région, puis aux gens qui veulent nous donner des dons aussi, pour nous les envoyer pour qu'on puisse encaisser le tout pour pouvoir qu'on poursuive. J'imagine que vous avez quand même fait une petite projection là, pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce que vous pensez faire? C'est quoi les activités à venir? On est beaucoup sur le day-to-day, comme l'expression on dit. On s'ajuste beaucoup. Tu sais, là, on pouvait faire des choses vu qu'on était en zone jaune. Il y a des choses qu'on a dû mettre de côté parce que là, on est rendu en zone orange. On n'espère pas du tout se rendre en zone rouge. Par contre, pour le mois de novembre, il y a le Govember qui s'en vient auquel on est très impliqué. Que habituellement on a des sous par le biais du Govember, par le biais de notre participation aussi. Pour le mois de décembre, on a quelque chose qu'on est en train de travailler qui est en lien avec Noël. Donc, ça, on veut garder la surprise tout dépendamment aussi vers quoi qu'on s'en va, si on va pouvoir le réaliser ou non. Fait que oui, on a pensé un petit quelque chose pour Noël. Puis surtout, on a absolument, on participe aussi au marché de Noël qu'il y a eu à la Pocatière, que c'est un très bel événement qu'on est encore en point d'interrogation si on va le tenir ou non. C'est comme un centre d'achat, dans le fond, on a le droit d'aller faire des achats. Exactement. Donc, si on le maintient, on va pouvoir participer. Puis si finalement il doit être annulé, on va transformer ce qu'on a l'habitude de rendre disponible au marché de Noël en vente en ligne. Donc, normalement, au mois de décembre, on aurait des surprises là aussi. En terminant, parlez-moi un peu justement des usagers, des familles qui gravitent autour de vous là, dans ce temps de pandémie-là. Tu sais, avec tout ce qu'on a dit, la difficulté peut-être d'avoir accès à des soins ou des trucs comme ça, parce que même si on n'a pas beaucoup de cas à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de gens qui gravitent autour, ne serait-ce que de faire les tests et tout ça, ça monopolise beaucoup de personnel. Est-ce que les gens sont inquiets dans votre environnement ou en général, on gère ça bien? Les familles sont pas tant inquiètes, mais je dirais qu'ils savent plus trop où s'enligner. Dans l'optique à ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans un moment très, très bref. Tu sais, la première vague, tous les services ont été coupés. Donc là, ils ne savaient plus vers qui se retourner, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Le message était difficile à cerner. Nous, on a poursuivi nos services, mais il y en a qui ne poursuivaient pas leurs services. Donc, il y avait un mélange au niveau de ce sens-là. On a été capable de refaire confiance à nos familles, de communiquer avec eux. On a tenu des appels téléphoniques. On a fait un gros travail de contact direct avec les gens et avec les familles qu'on accompagne, justement pour calmer un petit peu la situation puis garder le lien de confiance qu'on a avec eux. Au niveau de la deuxième vague, on est un petit peu moins touchés dans l'optique à ce que il y a plusieurs services qu'on peut quand même continuer à offrir, dont la massothérapie, le programme de panier réconfort. Puis si nous, on ne peut pas l'offrir, bien, on a soit une préposée ou une infirmière de liaison ou quelqu'un au niveau du réseau de la santé qui est capable de faire un pont pour nous. Est-ce qu'automatiquement, en terminant, quand on a un diagnostic de cancer dans la région du Kamouraska, automatiquement, on reçoit une carte ou quelque chose qui nous dit d'aller vers vous, ou encore aujourd'hui, si les gens qui écoutent, on leur dit appelez puis informez-vous, il y a des services pour vous accompagner ou accompagner vos proches, là? La première chose qu'on peut dire, c'est appeler au numéro de téléphone de la Fondation. Mais c'est pas d'emblée qu'on vous réfère. D'emblée, d'emblée. Tout dépendamment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements au niveau des employés du réseau. Là. On ne se cachera pas, puis tout le monde connaît la situation. Donc, des fois, il peut y avoir un oubli, mais à la base, notre dépliant d'informations au niveau de nos services fait partie quand on transmet, quand on a le diagnostic d'une maladie. On reçoit les informations. On reçoit les informations. Parfait. Marie-Pierre Brault, donc directrice de la Fondation André Côté. Merci beaucoup. Merci, Annie. On sait que toute la pandémie de COVID-19, ça a quand même des répercussions, notamment sur le moral des gens, de la société en général, mais encore plus sur ceux qui ont des fragilités. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a Hélène Lévesque, qui est donc coordonnatrice du Centre de prévention au suicide. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez amené des chiffres aujourd'hui, parce que souvent, on dit ou on a l'impression ou on entend parler, on le vit dans nos familles aussi. On est tout comme un petit blues, une fois de temps en temps. Bon, cet été, on a eu un petit peu plus de lousse, là, si on veut, mais il y a toujours ce... Mais ça
plane toujours, même dans les bons moments. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, auprès du Centre de prévention du suicide? Là? De quelle manière ça vous affecte, la pandémie? C'est sûr que nous, on n'a jamais arrêté. Je veux dire, même si la pandémie est arrivée puis qu'on a dit, OK, là, on arrête les visites et tout, nous, on est demeuré sur place. On demeure un service essentiel à la population. Alors, le local nous permet quand même de pouvoir être là. Vous avez des mesures sur sanitaires. place. On a tout ce qu'il nous faut. Puis on a aussi la distanciation nécessaire qui nous permet justement d'être sur place. C'est certain qu'on ne voyait pas les gens en personne pendant un bon bout. On a déconfiné quand on a eu l'autorisation de le faire avec Santé publique en juin. Donc, parce que devait être reconnu comme un service essentiel. Oui, là, on est vraiment reconnu comme un service essentiel. Donc, on ne se voyait pas non plus faire du télétravail dans ce type de service-là. On a un petit peu plus de difficultés. C'est pas capter l'âme de la personne. Non, c'est ça. Puis de toute façon, on a continué à intervenir par téléphone. Mais après ça, quand on a déconfiné, là, on s'est mis à aller de l'avant pas mal. Et c'est sûr que ce qu'on se disait, c'est que il me semble que ça paraissait pas si pire. Sauf que j'ai sorti les statistiques vendredi dernier et puis j'ai été, mon Dieu, surprise. Étant donné que ça roulait tout le temps, je dis, mon Dieu, il me semble que ça bouge beaucoup. Mais finalement, on a dépassé nos dossiers, nos nouveaux dossiers comparativement à l'année passée, donc sur une période de 6 mois. Ça veut dire quoi, ça, en chiffre? Combien de gens? Sur une période de 6 mois, du 1er avril cette année au 30 mars, on a 60 nouveaux dossiers qu'on a ouverts, sans compter les dossiers qui sont encore actifs actuellement. Puis l'année passée, on en avait à peu près 58 dossiers sur une période de 12 mois. Okay. Donc, on s'est dit, voyons, OK, là, c'est vrai qu'on travaille pas mal puis que ça bouge. Okay. Et ça, c'est sans compter tous les autres dossiers qu'on a de suivi au niveau du deuil et tout ça. Quand on va vous voir au Centre de prévention du suicide, là, je veux dire, c'est justement parce qu'il n'est pas trop tard. On y va parce que c'est comme un cri au secours, j'imagine. C'est comme une perche qu'on vous tend. Dans quel état d'esprit vous arrivent les gens quand ils... Je ne sais pas comment poser là, cette question-là. C'est différent. Bon, au Centre de prévention du suicide, on se doute bien qu'on ne va pas là jojo trop, mais... J'imagine qu'il y a des degrés puis que tout le monde n'a pas la même intention puis qu'on n'a peut-être probablement même pas l'intention. On cherche plus un endroit où trouver de l'aide. Mais des fois, c'est les gens qui disent que c'est là que je voudrais me suicider. Donc, c'est aussi direct que ça. OK. Fait que là, il faut valider, il faut évaluer. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on évalue beaucoup là, tout ce qui est là, les besoins de la personne. Elle a-tu un plan? Elle a-tu... qu'est-ce qu'elle veut... comment elle va le faire? Y a-tu du monde autour d'elle? Bon, etc. Donc, on évalue vraiment beaucoup. On essaie d'aller chercher le plus d'informations possible pour permettre à la personne de dire « oups », de prendre un recul par rapport à sa situation. Mais par rapport à la pandémie en tant que telle qui vous ont amené ce surplus de personnes-là, c'est quoi les inquiétudes qui vous apportent? Ou c'est juste un élément déclencheur, c'était là avant, dans le fond, ça fait juste comme accélérer C'est sûr qu'il y en a qui c'était là avant. Je dirais que la détresse est présente. Des fois, on va jusqu'au bout d'une dépression, par exemple, et on se dit « non, je suis pas en dépression, je continue. Sauf que maintenant, pouf, là, avec ça en plus, donc, tu sais, les pertes d'emploi, les entreprises qui ont fermé aussi, ça a été difficile pour beaucoup de gens. Il y en a que c'était leur rêve. On le voit moins parce que c'est vrai qu'on le voit moins dans le Kamouraska parce qu'on nous dit dans le domaine des affaires, entre autres, que finalement, on était pas mal épargnés. Les entreprises ont réouvert, elles ont fermé quelques semaines, puis ça a recommencé, tout ça. Mais vous avez vu des gens qui ont goûté peut-être comme travailleurs autonomes ou comme... Comme travailleurs autonomes, comme entreprises, comme restaurateurs, comme même les travailleurs qui ont perdu leur emploi. Ils sont allés vous voir, désespérés un peu? Oui, c'est sûr. Puis on a eu des appels. Puis il y a tous les décès qui sont survenus aussi durant la pandémie où les gens n'ont pas pu aller faire leur deuil, aller au salon funéraire, aller donc... Vous ne parlez pas juste de la COVID, mais des décès en général. Des décès suite à un deuil, suite à un suicide, pardon, là, c'est sûr. Puis les gens, bien, malheureusement, tu sais, on ne fait pas notre deuil dans ce temps-là, hein, tant qu'on n'a pas Est-ce qu'il y en a eu des actes pendant la pandémie, plus qu'une autre année? Est-ce que vous pouvez dire... On n'a pas les données exactes, mais oui, il y en a eu. Okay. Il y en a eu, il y en a encore. Qu'est-ce qu'on peut dire pour éviter ça maintenant que vous êtes là? Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des gens... Bon, il y a des gens qui ont eu le bon réflexe d'aller vous voir. Donc, dès qu'on va vous voir, on est pris en main. Qu'est-ce que ça veut dire là, si quelqu'un arrive chez vous, justement? C'est sûr que la personne n'a pas d'attente.
Tu sais, en partant, on reçoit le téléphone ou encore on reçoit la personne, elle n'a pas d'attente. On valide avec elle, on valide pour faire un filet de sécurité, par exemple. C'est dans les heures qui suivent. C'est toujours dans le semaine, moment fin de semaine? présent. Non, nous, on est vraiment de 9h le matin à 5h. On n'est pas un centre de crise. On est vraiment un centre où on accueille les gens ou encore on va les voir parce qu'on couvre le KRTB. Mais si ça nous arrivait la fin de semaine, il faudrait passer par un centre de crise. Les gens, c'est ça, appellent le 1-866 appel. Donc, nous, c'est sûr que sur la boîte vocale, quand les gens appellent, en dehors des heures de travail, on invite les gens à communiquer avec le 1-866 appel, qui fait en sorte qu'au moins ils sont pris en charge là, dans le moment. Et le lendemain, souvent, la référence nous est faite et on prend la personne en charge. Donc, comment, d'abord, vous anticipez là, la deuxième vague qui se pointe? Parce que là, ici, on a la chance de ne pas être encore confinés. On a des restrictions, mais honnêtement, on peut voir un ami, on peut aller prendre un café, on peut sortir. On peut à peu près tout faire, à peu près normalement. Là, est-ce que vous avez commencé à recevoir déjà des appels par rapport à cette deuxième vague-là ou des inquiétudes? Je sais pas ou est-ce qu'on a retrouvé un équilibre dans les dernières semaines? Non, le téléphone sonne beaucoup, c'est ainsi. Là. Là, je me dis, oups, OK, là, c'est comme reparti. Il y a des craintes, c'est sûr que, tu sais, on a toujours l'automne, hein. Il y a toujours une vague à l'automne où est-ce que le soleil est différent, où est-ce que, ça joue beaucoup sur les gens. Et là, on essaie de mettre en place différents moyens pour essayer d'aller chercher la population. Là, on travaille beaucoup sur les 12-35 ans via Facebook, via Instagram. À tous les 2-3 fois par semaine, on publie de la documentation, quelque chose de simple. Des fois, c'est des outils, des trucs pour nous permettre de rester là, positifs, puis qu'on peut utiliser. Donc, c'est très vulgarisé. Et les gens nous envoient des feedbacks. Il y en a des fois même qui disent, moi, là j'ai besoin d'aide comme là. Fait que tout de suite, il y a tous les jours, il y a quelqu'un qui va voir ces réseaux sociaux-là de façon à se dire, OK, y a-t-il quelqu'un qui nous a envoyé un message? Et on peut déjà récupérer les gens. Est-ce que vous vous inquiétez des fermetures qu'on a annoncées, entre autres, là, pour les jeunes, le sport, les sports d'équipe? Là, ici, c'est vrai que c'est pas encore ça, mais on a l'impression que ça ne sera tardé, là, dépendant de comment ça va se passer. C'est un échappatoire quand même souvent pour ces gens-là là, de pouvoir... C'est sûr que les sports, c'est certain que les sports collectifs, hein, les sports de groupe, c'est aidant pour les jeunes, puis pour les adultes aussi, là. Je veux dire, ça amène la socialisation, ça amène... Alors que là, ce qu'on fait, c'est qu'on confine les gens, on isole les gens. Déjà, les gens qui sont isolés, bien là, ils le sont encore plus. Parce que souvent, quand on est dans une passe comme ça, qui est vraiment pas drôle, c'est la première chose qu'on fait, s'isoler. C'est ça. C'est pour ça qu'on a sorti ce projet-là, pour essayer d'aller attirer les jeunes. Puis il n'y a pas d'intervention qui est faite directement par l'écrit ou texto, tout ça. Là. Ça veut dire que les organismes tout acabit, qui côtoient toutes sortes de genres de personnes, que ce soit en santé mentale, en employabilité, les femmes, peu importe, devraient pas hésiter à vous envoyer de la clientèle quand on sent qu'on est... De ne pas hésiter, et même pour les intervenants, de ne pas hésiter à téléphoner. On est capable, on va les coacher, on va les amener vers de l'intervention qui est peut-être plus simple, plus... des fois, on est là-dedans, puis sur le coup, on est dans le vif du sujet, mais le soir, on arrive chez nous, on peut dire « Oh mon Dieu Seigneur, j'ai vécu quelque chose. » Vous êtes combien d'intervenants au centre de prévention du suicide? Là, actuellement, on est 2,5 pour couvrir tout le carrière Vous avez TV. un background en quoi? Vous avez une formation... Moi, je suis spécialisée plus toxicomanie et violence conjugale et agression sexuelle. Et d'autres sont spécialisés intervenants social. D'autres, c'est plus au niveau de tout ce qui est la formation, entre autres, intervenir auprès de la personne risque suicidaire. Avec l'approche, les meilleures pratiques et tout. Là. Donc, on varie. C'est très varié comme formation et comme... Qu'on invite les gens qui auraient le moindre doute, la moindre idée sombre, allez vous voir. Il n'y a pas de... C'est comme vous nous avez dit, il y a des gens de tout métier, de toute situation. Un jour, ça bascule, ça prend pas grand-chose. Puis sur place, actuellement, on a quand même des gens qui ont 8, 10, puis moi, j'ai 28 ans d'expérience en intervention de différentes clientèles. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, puis à frapper à la porte ou à nous appeler. Puis l'équipe va être là pour les accueillir, puis va aller à leur secours. Oui. Hélène Lévesque, donc coordonnatrice du Centre de prévention suicide. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va
compléter l'émission aujourd'hui en parlant de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles avec Julie-Christine Hélas de la MRC de Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est important plus que jamais, on le voit avec tout ce qui se passe dans l'actualité, cette méconnaissance qu'on a des cultures qui nous entourent. Particulièrement ici, on peut parler de la culture autochtone, entre autres, qu'on connaît pour aussi bien dire pas. Mais bon, c'est pas nécessairement de cette culture-là qu'on veut parler, mais bien de la rencontre, de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Et puis toi, ben, tu as mis au point de programmation dans la MRC. Il se passe différentes choses, des ateliers Zoom, donc pauvre Zoom. On est un peu tannés, mais il nous permet de survivre quand même en attendant. Donc, parle-moi d'abord, toi, comme immigrante, à quel point ça a été important pour toi, toutes les relations, les rencontres interculturelles que tu as eues puis que tu fais vivre à d'autres maintenant? Bien, je pense que c'est un exercice qu'on a la chance de vivre au quotidien quand on est une personne immigrante, mais même quand on est natif du pays dans lequel les rencontres se passent. Dans le fond, on le voit de plus en plus avec la mobilité internationale. On a de plus en plus de cultures qui arrivent, soit pour des vacances, parce que là, on sort de notre saison estivale où il y a eu pas mal de vacanciers du Québec cette année, mais sinon, soit également pour vivre plus ou moins longtemps. On peut penser aux travailleurs saisonniers agricoles qui sont là pour quelques mois, originaires de l'Amérique centrale, Amérique du Sud. Et puis, il y a des gens qui viennent travailler pour un petit peu plus longtemps, voire même pour s'établir et y passer leur vie. Donc, on a la chance d'avoir quand même au Kamouraska, un beau bassin de culture. Je pense que j'en ai dénombré pour le moment 33. Oui, de différentes nationalités. Différentes nationalités présentes. Et c'est important d'en prendre conscience d'abord et de se montrer curieux, je pense, plutôt que d'en avoir peur. Je crois qu'il faut aller de l'avant. Quand on est immigrant pour connaître l'autre finalement et connaître un peu la façon dont on vit dans ce pays, mais aussi de la part de l'autre d'aller vers la personne immigrante juste pour aller chercher des petits points communs. C'est des petites amorces de discussion. Ça peut être la nourriture, c'est un grand classique là-bas. Non, mais là, le ventre, hein, tout le monde mange. Et ben justement, c'est généralement le point de départ de grandes amitiés. Effectivement, il n'y a rien de mieux. Alors, quelle tournure vous vouliez que ça prenne cette semaine-là, donc au Bas-Saint-Laurent, au Kamouraska particulièrement? Qu'est-ce que vous faites pour générer ces rencontres en temps de COVID, là, où c'est pas facile d'organiser quelque chose? Ça a été un gros défi. D'habitude, on a des potlucks, justement, on partage autour de la bouffe. Il y a des expos, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Cette année, on s'est reconverti au virtuel et on s'adapte aux circonstances. Donc, on est parti sur l'idée de garder la thématique principale, puisque c'est propulsé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Et donc, le MIFI a choisi comme thématique générale notre Québec en commun, puisqu'au niveau de toutes les cultures qui se brassent au niveau du Québec, nous avons un point commun, c'est ce territoire dans lequel nous vivons. Alors, au Bas-Saint-Laurent, puisqu'on a la chance d'avoir une belle table de concertation régionale, on a décidé de reprendre cette thématique et de propulser notre Bas-Saint-Laurent d'amour et de permettre en fait aux gens natifs d'ici et d'ailleurs de se laisser aller à un esprit créatif et d'écrire au sujet de la diversité. Alors pour ça, pour pouvoir créer des rencontres et également peut-être parfois s'améliorer ou aller explorer de nouveaux horizons, on a décidé de mettre en place avec la complicité de 4 formateurs des formations, des ateliers via Zoom qui se sont passés la semaine dernière. On a eu un grand appel de texte aussi à la grandeur du territoire. L'appel se termine ce lundi 12. Et donc là, on va passer en mode choix de texte à diffuser. Alors, toujours avec les noms, les prénoms, puis les origines aussi, les lieux de provenance. Donc, ça se peut que dans le Kamouraska, vous lisiez quelqu'un de Matane, par exemple. On pourra lire ça, c'est intéressant. On avait d'autres sujets à aborder à part cette belle semaine-là. Il y a le Salon de l'emploi aussi. On sait que, bon, à chaque année, vous allez conquérir des gens d'ailleurs, les immigrants du Québec et les vrais immigrants pour venir ici. Et Dieu sait qu'on est un peu plus attrayant depuis qu'on réalise l'aspect des grands espaces en temps de confinement. Là, il y a un salon virtuel cette année auquel vous prenez
vous prenez part. Oui, alors il y a eu le salon virtuel, c'est l'événement Carrière, qui d'habitude se passe à Montréal, qui vient de se terminer, c'était les 7 et 8 octobre. Et puis là, on s'en va vers le salon de l'immigration, qui là aussi prend une tournure virtuelle. Alors d'habitude, c'était des milliers de personnes à Montréal, au Palais des Congrès. Comment ça marche, là? Je me dis, il y a tellement de monde qui participe à ces salons-là. Oui. D'habitude, autant les participants dans les kiosques que les gens qui viennent pour chercher du travail ou flâner. Comment on va faire? Comment on va faire pour arriver au Kamouraska, le participant qui entre dans la foire virtuelle? Alors, on a une belle plateforme virtuelle avec un beau kiosque virtuel. Mais les gens cliquent, choisissent Exactement. la région. Donc, OK. c'est nous à faire un peu de promotion aussi OK. pour être un peu plus visible. On a aussi la complicité des organismes de régionalisation en immigration du côté de Montréal et Québec qui nous donnent un petit coup de pouce, justement, qui nous donnent de la visibilité auprès de leur clientèle. Et donc, en fait, dès que quelqu'un vient cliquer sur notre kiosque, au niveau du territoire, il va pouvoir voir tous les avantages du territoire, mais aussi des offres d'emploi qui ont été mises en ligne. Pour le salon qui vient de se clôturer, on avait 47 emplois spécialisés en ligne. On avait également... On parle de bons emplois. Oui, puis on avait également toute la liste des emplois non spécialisés qui s'ajoutaient à ça. Et dans le fond, à partir de ce premier clic et de ce premier intérêt, on peut aller chatter. On a du clavardage qui est possible, comme si on était dans une salle avec plein de personnes. Donc, on a un clavardage qui est public. Et puis, on peut inviter des personnes à zoomer encore. Et les gens sont à l'aise? Est-ce que les gens, pour cette première année... Oui, je pense qu'il y a déjà... Ça fait déjà comment quelques mois qu'on est avec des circonstances sanitaires particulières. Donc, les gens ont eu le temps de déjà s'adapter à ce mode de communication. Comment mettre la caméra, comment zoomer Oui, les c'est documents. ça. Mais là, de faire des rencontres virtuelles, c'est quand même une autre étape. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas toujours la même capacité. Non. Mais ça visiblement, s'en vient ça bien. s'en Puis vient. je pense qu'il y a de l'indulgence de la part des personnes qui fréquentent ces salons virtuels, puis de la part de ceux qui sont là comme exposants aussi. En terminant, vous voulez nous parler aussi d'un site Internet, là, toujours en lien avec l'emploi. Ça s'appelle emploienrégion.ca, emploi avec S, région avec S. C'est une plateforme qui a été mise en ligne par 3 organismes de régionalisation basés à Montréal. Leur mission est donc de permettre, un peu comme Place aux jeunes en région, à des personnes, cette fois immigrantes, de partir et de réaliser leurs projets en région. La clé, généralement, c'est l'emploi. Donc, nous, du côté du Kamouraska, on alimente le Promis, ALPA et le Carrefour, les 3 organismes, via cette plateforme, avec des emplois qu'on considère relativement bons, c'est-à-dire avec un salaire horaire qui commence à 17 $ de l'heure. En région, c'est déjà bien. Là. C'est ça, c'est quand même pas mal. Puis si les employeurs ont le goût d'en savoir un petit peu plus, puis comment ça fonctionne, ils pourraient me contacter. Je pourrais les informer avec plaisir à ce sujet. Peut-être rappeler à quel numéro on peut vous contacter. 418-492-1660, poste 235. Alors, on rappelle une dernière fois, ça s'appelle emploienrégion.ca. Donc, c'est vraiment pour aller recruter à l'extérieur du Kamouraska. Oui, vraiment à Montréal. De la place encore. Il faut s'en garder, là. Mais on en a encore beaucoup. Là, c'est vraiment une blague. Alors, bien, Julie-Christine Hélas, donc de la MRC de Kamouraska, qui s'occupe, entre autres, de l'immigration et de la Semaine québécoise, des rencontres interculturelles. Donc, on va peut-être pouvoir le beau travail que ces gens-là auront fait au cours des prochaines semaines. Il n'y a que ça, la culture, en ce moment. Oui. Merci. Merci.